en tout cas, là, nous allons entamer un des temps forts de cette journée. Et on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui est aussi essentiel qu'universel, l'intergénérationnel, un véritable levier d'innovation et de cohésion pour le futur du travail. Donc on est tous jeunes, hein, donc on n'a pas trop encore ce souci à se poser, mais la question va arriver très très prochainement. Voici là, tu voulais... D'accord, très bien. Et justement, nous allons recevoir un des derniers panels de cette journée et nous aurons le plaisir aussi d'avoir, suite à ce panel, une jolie dédicace. Et on vous fera le teasing, ou je fais le teasing. Il s'agit bien évidemment du nouveau livre Hub Africa. J'appelle Hub parce que c'est Zakaria Fahim, fondateur de Hub Africa, qui vient de sortir son livre et qui nous le présente en avant-première mondiale. J'ai envie de dire merci. Et pour commencer, tu voulais dire un mot? Ils veulent se faire hypnotiser. Alors, il se passe des choses ici bizarres, hein. Je commence à avoir peur avec Wassila. On me demande si vous voulez vous faire hypnotiser pendant 5 minutes. Qui veut se faire hypnotiser aujourd'hui? Vous avez tous des problèmes, hein? Ok. Alors on y va, on va faire une séance d'hypnotisation. Slim, l'hypnotiseur, il est avec nous. Je ne répondrai de rien. Me rendez pas coupable, hein. Voici là. Alors, juste une correction, on ne dit pas hypnotiseur pour nous, on dit un praticien en hypnose. Hypnotiseur, c'est la magie, c'est vous dormez, tout ça. Moi, je ne fais pas ça. Moi, j'essaie de soigner et de faire de l'ikigai. Ça, oui. Alors, si vous voulez vivre l'expérience, vous allez juste suivre ce que je dis tranquillement. Malheureusement, on n'a pas le temps de faire de l'interaction, donc vous allez me croire sur parole. Là, mais il a des beaux yeux, donc on lui pardonne. On lui pardonne. Donc, ce que je vais vous proposer, juste essayer de prendre une position confortable, la plus confortable possible. Avec les tabourets, c'est pas simple, mais vous allez y arriver. Et puis, vous allez inspirer. Alors, l'inspiration, c'est pas ça, c'est le ventre. On peut faire comme ça au début, puis après on s'ajuste pour faire une inspiration ventrale. On gonfle le ventre à l'inspire, on rentre le ventre à l'expire. C'est très rapide, très rapide. Très rapide. Et quand vous êtes vraiment prêt, vous arrêtez de parler au téléphone, vous raccrochez au nez de la personne avec qui vous parlez, sans explication. Voilà, merci. Et vous fermez vos yeux. Vous allez vous savez ce que c'est dire le lâcher prise. Alors il y en a qui n'arrivent pas. Je vous invite vraiment à apprendre à lâcher prise parce que l'hypnose, c'est le lâcher prise. Vous lâchez prise. Madame, ne vous en faites pas, on ne va rien vous enlever, on ne va pas vous embrasser de force. Monsieur, il demanderait ça, mais tout à l'heure. Alors on y va, tranquillement. On gonfle le ventre, on ferme les yeux, vous écoutez ma voix et vous écoutez tous les bruits qui sont autour de vous. Même ceux qui vous font du mal, même ceux qui vous ennuient, vous écoutez les bruits. Alors il y a les bruits de la musique, il y a le bruit des voix, il y a des rires, et puis il y a le souffle du vent sur votre visage. Il y a peut-être un goût dans votre bouche. Et puis comme je veux rentrer en cohérence avec notre ami qui a fait son intervention tout à l'heure, essayez de retrouver, quand vous étiez enfant, à quoi vous ressembliez. Vous avez à l'intérieur de votre tête un enfant qui est vous, petit. Vous pouvez choisir 5 ans, 7 ans, 8 ans. Et la première chose que vous pouvez aller chercher, c'est comment vous étiez habillé. Comment vous alliez à l'école. Habillé comment? Alors, il y en a qui portaient des sandales, il y en a qui portaient des petites jupettes pour les femmes. Essayez de retrouver des shorts. Essayez de retrouver ce que vous portiez comme habit. Et vous allez voir, dès que vous commencez à trouver ces images dans votre mémoire, vous allez vous mettre à sourire. Parce que, à quoi vous ressembliez quand vous étiez petit, petite? Alors, il y en a qui retrouvent dans leur enfance
l'insouciance qu'ils ont perdue. Je vous invite à retrouver cette insouciance. Il y en a qui, petits, sont déjà angoissés. Retrouver, comme je vous disais, ça peut être 5 ans, ça peut être 7 ans. Alors, ce qu'on retrouve souvent d'abord, c'est le chemin de l'école, comment on était habillé, avec qui on allait à l'école, qui nous accompagnait ou pas. Et puis, petit à petit, vous allez avoir une sensation, cette sensation de l'insouciance de l'enfance. Et c'est très important de la retrouver, surtout quand on est anxieux, angoissé, de retrouver ces moments qui nous font du bien. Et plus vous inspirez, plus vous expirez, plus vous allez profondément dans ces souvenirs. Et si certaines d'entre vous ont des phobies de communication, des phobies de l'avion, c'est souvent jeune qu'on a développé cette peur, on a oublié pourquoi on a eu peur, ça s'est ancré dans le cerveau et on vit avec malheureusement. Et donc que font les hypnothérapeutes? Ils vous amènent à ces moments et ils vous les corrigent. Donc c'est l'intérêt, je vais finir par ça parce que je pense que vous avez beaucoup d'autres choses à faire. Quand un hypnothérapeute vous accompagne, il va dans votre inconscient, qui est le siège de toutes les mémoires. Il y en a qui disent même qu'il y a de la mémoire des vies d'avant. Je veux bien croire ça, moi. Et quand vous allez dans la mémoire du passé, vous pouvez transformer, reprogrammer. Et rappelez-vous à ce moment-là, jeune, combien à Samuel vous étiez mignon. Il est resté quelque chose. Hein, voilà, prenez une bonne inspiration, puis vous revenez ici et maintenant. Moi, je vous invite sur YouTube, il y a des très belles hypnoses à vous faire accompagner. Et ça peut régler un tas de problèmes auxquels vous n'avez pas accès de manière consciente. Et la photo, là, c'est une dame qui est en méditation, mais la méditation, c'est une forme d'hypnose. Alors, pour la petite histoire, la médecine telle qu'on l'a développée il y a des millénaires, c'était l'hypnose. Dans les stèles égyptiennes, dans les pyramides, on voit des gens en train d'hypnotiser, c'est par la voix. Alors, l'hypnose, c'est pas les yeux, c'est pas le pendule, ça c'est du cinéma. C'est par la voix. On vous accompagne lentement. Tu te rappelles ta première copine? Ta femme est à côté de toi. C'est pas ta femme. Ta première nana. J'ai plein de copines à ma femme. Avant. Dans la préhistoire. Tu devrais faire du cinéma. Voilà, tu devrais faire du cinéma. Merci beaucoup, c'était rapide, c'est simple. Et vous allez sentir que vous avez relaxé un petit peu. Merci. On a dit hypnose, pas des problèmes. Hein. On ne va pas créer des problèmes à repartir fâché aujourd'hui. Wassila. Merci. Applaudissements pour Wassila. Et on applaudit Slim. Alors Wassila, elle est venue chez moi à Boston avec quelqu'un. Et ils n'arrêtaient pas de faire des bêtises et j'étais dans la chambre à côté. Non, c'était bon. Les dossiers qui commencent à sortir, tu vois Wassila, quand tu ramènes quelqu'un par surprise, ça te retombe dessus. Ok, très bien. Je me suis rappelé que j'avais des bottes en plastique en plein été. Et que je détestais le coiffeur, donc j'avais toujours une grosse touffe de cheveux. Heureusement que ça a changé. Alors, sans plus tarder, je vais inviter nos intervenants de ce dernier moment, temps fort du Future of Work. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, j'invite Esha Diabagaté, DG de Qualivore Conseil. Mesdames et messieurs, encore une fois, sous vos applaudissements, Ouda Barakat, CEO de EFE Maroc, partenaire du Future of Work.
Sous vos applaudissements, Salma Hamdouche, directrice marketing chez les eaux minérales d'Oulmès. Elle est sur la route, elle ne devrait pas tarder. Et bien évidemment, je vous en ai parlé, j'ai fait un peu le teasing de son nouveau livre. Il est maintenant, on va rajouter cette casquette d'auteur, d'écrivain, Zakaria Fahim, fondateur de Hub Africa. En attendant Salma, et d'ailleurs on a amené le livre. Très bien. Et nous aurons l'immense plaisir d'avoir parmi nous, en streaming, il sera connecté avec nous, Samuel Durand. Alors Samuel Durand, c'est pas n'importe qui. C'est vraiment un... Déjà, il a énormément de casquettes. Il est en même temps auteur, écrivain, conférencier, mais surtout réalisateur d'un livre, d'un documentaire aussi. Enfin, des livres, il en a tellement, mais un documentaire qui s'appelle Skills Make It Work et qui nous parle en fait des perspectives stimulantes sur l'évolution des compétences et des organisations à travers le monde. Et on aura le plaisir d'avoir quelques extraits qui seront partagés et que nous allons découvrir ensemble. Alors, je vais prendre ma place et c'est parti. Bonjour. 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 Vous avez un micro ? Oui, affirmatif. Oui. Très bien. Alors, pour commencer, sur ce panel, l'intergénérationnel, un atout pour le futur du travail. Pour commencer, j'aimerais faire un petit tour d'horizon pour vous présenter brièvement Zakaria Fahim. Alors je sais qu'on a l'habitude de dire on ne le présente plus, mais il y a des gens peut-être qui ne te connaissent pas et ce serait bien de nous parler aussi de Hub Africa. Bonjour et merci de cette opportunité pour échanger. Donc Zakaria Fahim, donc profession expert comptable, passionné de tout ce qui est, je dirais, passionné de l'humain, de l'Afrique, d'où mon roman. Donc quand je l'ai écrit, je l'ai appelé Hub Africa en faisant une grande, je dirais un 360 par rapport à ce que je veux, et puis surtout un passionné de ce que tu appelles aujourd'hui l'intergénérationnel, puisque je considère que le point le plus important de chacun d'entre nous, c'est la transmission. Et quand on est dans l'intergénérationnel, le sujet entre celui qui sait et celui qui peut se pose, et il y a plein de jolies choses qu'on découvre quand on est dans le partage. Donc voilà, si je devais rapidement me présenter. Merci. Aïcha Diabagaté, qui nous arrive de Côte d'Ivoire. Bonjour Aïcha. Bonsoir à tous et à toutes. Aïcha Diabagaté, directrice générale du cabinet Calivoire Conseil. Donc, comment ? Ok, j'avais un signe. Donc, présent à Casablanca au Maroc, à Abidjan en Côte d'Ivoire et à Ouagadougou au Burkina Faso. Donc, c'est un cabinet de formation, de conseil et d'audit. Donc, nous accompagnons les entreprises, peu importe leur taille et leur secteur d'activité, bien évidemment pour le renforcement des capacités des collaborateurs et l'accompagnement. Donc, mon intervention aujourd'hui, bien évidemment, va parler justement des différentes expériences qu'on a pu avoir avec les entreprises que nous accompagnons en rapport avec le thème qui nous réunit cet après-midi. Merci. Merci Yana Rouda, qu'on ne présente plus. Vous faites partie de la maison maintenant, mais vous présentez rapidement. Merci beaucoup. Alors, Houda Barakat, je suis la directrice générale de la fondation EFE Maroc. C'est le joli dôme là qu'on voit ici, mais c'est surtout une association qui travaille pour l'employabilité des jeunes. Donc j'espère qu'aujourd'hui j'aurai la chance et l'opportunité de représenter la voix des jeunes dans ce panel et un sujet qui nous tient à cœur. Merci. Salma nous a rejoint. Leïla. Ah, tu es challenger. Ah, Salma, bien sûr, Salma, venez prendre une place. Et on a deux challengers. Alors les challengers, effectivement, vous n'êtes pas sur scène. Confusion. On a notre challenger qui est artiste aussi. Je vais vous présenter. Safi Sec. Safi et tout. Safi pour court. Alors moi, je suis styliste. Je suis la fondatrice de la marque Saraya. Je suis du Sénégal.
et je suis arrivée ce matin. Très bien, merci. Une présentation pour notre deuxième challenger. Voilà. Bonjour Tarek, voilà, donc moi c'est Leila Naïm, je suis docteur en RH et donc je suis professeur-chercheur et je fais de l'accompagnement. Voilà, donc je fais de la recherche beaucoup plus centrée sur l'intergénérationnel en entreprise. Voilà. Et oui, et puis je fais partie, bien sûr, on va dire, du comité de rédaction de Livre Blanc, donc de Future of Work, donc à sa première édition. Voilà, et on est sur la deuxième. On attend du contenu. Merci Salma Hamdouche nous a rejoint. Merci d'être là avec nous. Je sais qu'avec la circulation, c'est un peu compliqué. Une présentation rapide et brève. Alors, bonjour tout le monde. Je suis désolée de ce petit retard. Je pensais être là pour 15h30. Vous avez démarré en avance. Écoutez, je suis ravie d'être parmi vous. Je pense qu'aujourd'hui, je suis là peut-être pour porter la voix sur un sujet qui intéresse tout le monde et dans tous les domaines, mais en tout cas pour peut-être partager les expériences en entreprise et notamment en termes de management d'équipe, notamment quand on gère différentes cohortes d'âge. Et puis peut-être partager aussi quelques pratiques qui ont été expérimentées avec plus ou moins de succès, je pourrais en parler tout à l'heure, pour en effet avoir un style de management qui ne soit pas là pour lisser les différences, mais au contraire pour mettre en avant des individualités et des codes différents par génération. Je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui le nier. Voilà. Et je suis directrice marketing des eaux minérales d'Oulmès. Alors, lançons le débat. Nous allons parler justement de cet environnement intergénérationnel. Je commence par vous, Selma, qui est arrivée en dernière, mais vous allez commencer. Dans les organisations que vous dirigez, comment décriveriez-vous l'environnement intergénérationnel ? Il existe de facto, déjà, reconnaître son existence, puisqu'aujourd'hui, finalement... Ouais. Allô ? Oui, plus fort. Alors plus fort, très bien. Alors cet environnement générationnel existe de facto et à toutes les strates de l'entreprise, que ce soit au niveau cadre. Nous aujourd'hui on est un groupe industriel notamment, et donc il y a également une grosse force de distribution, donc vous allez retrouver différentes générations, que ce soit au niveau de direction comme celle que je dirige, mais aussi au niveau des usines, au niveau des centres de distribution, des différentes équipes. Ce que j'aurais envie de commencer par reconnaître que finalement, jusqu'à il y a peu de temps, je ne pense pas que les entreprises, ou en tout cas la nôtre, mais aussi celles avec lesquelles on peut se benchmarker, aient reconnu ce phénomène comme quelque chose qu'il fallait activement ou proactivement gérer. En termes de management, en termes de formation, en termes de techniques de mentoring, etc. Puisqu'il y avait un petit peu peut-être cette mentalité de toujours qui est que l'entreprise est un écosystème, est un framework dans lequel on rentre, on s'insère et qui a des codes auxquels on obéit quelque part. Donc une espèce d'adaptation, d'intégration comme ça qui n'est pas hybride, qui est la même pour tout le monde. La prise de conscience qui a lieu depuis quelques années, et heureusement, je trouve, que ce soit au niveau du management, mais également au niveau même d'un conseil d'administration. C'est un sujet qui existe avec l'avènement de la Gen Z qui arrive avec d'autres codes qui sont venus un petit peu bousculer les codes établis, a été de prendre conscience de ça et de le considérer comme une richesse, comme une force, et comme d'expérimenter une espèce d'hybridation des différents types de management et des différentes bonnes pratiques qu'on pourrait avoir à l'intérieur des entreprises. Donc cette prise de conscience qui est suivie donc d'actions concrètes pour faire en sorte que cette acculturation ne se fasse pas en fait en gommant les spécificités relatives à chaque génération. Voilà, si vous voulez, j'ai beaucoup d'exemples, mais je pense que ça vient dans un deuxième sujet. Très bien. De pratique et de stratégie, on pourra en parler tout à l'heure. Je vais me tourner vers Sikaria Fahim. Vos pratiques managériales aujourd'hui sont-elles adaptées aux attentes des nouvelles générations ? Je pense que la question, elle est claire. Est-ce qu'on est capable de gérer aujourd'hui une entreprise si
on n'a pas compris son environnement. Donc c'est vrai qu'il y a des accélérations qui sont mises et donc beaucoup nous rappellent que la génération Z qui est née aujourd'hui avec les smartphones est une génération qui veut aller beaucoup plus vite, une génération qui, pour certains, a vécu le Covid, qui a été un peu beaucoup comme nous traumatisés et pour qui la question vie personnelle et vie privée ne se pose plus. C'est-à-dire qu'ils ont mis quelques règles qu'il faut intégrer et c'est pas plus mal quand on arrive à bien appréhender qu'est-ce qu'on veut partager ensemble, qu'est-ce qu'on veut cheminer et pourquoi aujourd'hui on est dans un projet commun pour que le jeune qui rentre ne soit pas dans une logique un peu de sniper, mais retrouve sa position. Et c'est pour ça qu'on a certaines entreprises où vous avez une rotation très forte. On est dans le service, effectivement, très souvent les jeunes bougent, et parfois quand ils sont bien, qu'ils se sentent écoutés, eh ben, les gens co-construisent. Et donc, pour moi, la question des générations, c'est, on dit toujours, on a 2 oreilles et une bouche, donc il faut écouter, avoir les gens qui pilotent les RH, qui soient effectivement, je dirais, dans la bonne, je dirais, la bonne onde, c'est-à-dire que la bonne mesure pour pouvoir effectivement retenir ce qu'il faut. Et ça permet de se retrouver à voir grandir des collaborateurs sans trop de poser de questions. C'est-à-dire effectivement, il faut de l'exemplarité, il faut de la cohérence. Donc nous, on a la chance d'être dans une entreprise où il y a une vision, une stratégie de dire sans le capital humain, il n'y a rien, parce que quand vous êtes dans le service, votre premier actif, c'est les hommes et les femmes qui font l'entreprise. Donc quand elles s'approprient, quand elles comprennent que sans elles, il n'y a pas de projet, on a réussi. Et bien sûr, on le verra dans l'intergénérationnel. Moi, je me rappelle quand on avait créé une association, on disait toujours, quand il y avait un partage des voix, c'était le plus jeune qui faisait le partage et non pas le plus ancien. Et là aussi, c'est une autre façon de faire, de considérer que celui qui est plus jeune, il ne voit pas les risques là où celui qui est expérimenté le voit. Et je pense, toute la puissance des entreprises qui réussissent, c'est avoir le meilleur des deux mondes. Savoir des gens expérimentés et d'avoir des gens beaucoup plus jeunes qui vont oser, qui vont effectivement pousser des portes qu'on ne voit pas. Et c'est celles qui vont réussir. Donc je pense que cette capacité, et on le voit dans plein d'entreprises qui réussissent, un management, moi je me rappelle, même si ce n'est pas le bon exemple, mais Debbouze, quand il disait 39, c'est une pointure de chaussure et pas l'âge d'un président, aujourd'hui vous avez dans beaucoup d'entreprises des quadras et même des jeunes qui pilotent des grandes structures. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on considère qu'on est dans des métiers, notamment quand vous êtes sur le digital ou quand vous êtes sur des métiers où il faut y aller en considérant que le risque zéro n'existe pas, il faut avoir des hommes et des femmes qui soient un peu, je dirais, dans ce mindset. Merci Zakaria. Aïcha, vous de la Côte d'Ivoire, qu'en est-il de votre perception par rapport à cet intergénérationnel entre nos deux pays et entre ce que vous faites ? D'accord. Alors, merci pour la question. Je dirais que c'est une réalité donc commune à tous les pays. Voilà, donc aujourd'hui, on a plusieurs générations qui cohabitent ensemble. Et les entreprises aujourd'hui doivent comprendre que, j'aime bien le dire, aujourd'hui, il n'y a pas de personnes vieilles, il n'y a pas de jeunes, donc l'âge n'est qu'un chiffre. Donc on devient vieux quand on décide de penser que l'avenir est derrière nous. Et on est jeune quand pour nous, l'avenir, c'est demain. Donc aujourd'hui, dans l'accompagnement qu'on fait pour les entreprises, il nous arrive parfois d'avoir des personnes de 40 ans qui trouvent qu'elles ne sont pas allées sur le digital, par exemple. Donc elles ne sont pas sur LinkedIn parce que pour elles, il me reste 10 ans, il me reste 15 ans de carrière. Aujourd'hui, on leur fait comprendre que demain, ils ne soient pas étonnés qu'on a un jeune diplômé qui vient de sortir de l'école, qui lui pense que l'avenir est devant lui, qui a
toutes les compétences, qui se fait former, qui est au fait de tout ce qui se passe, qui devient ton directeur, ton responsable, et la faute, elle est la tienne, dans la mesure où, vu que nous sommes obligés de composer ensemble, de cohabiter en entreprise, donc ça va de soi que on a la nouvelle génération, si on peut l'appeler comme ça, on a des personnes d'un âge avancé qui, elles, ont les connaissances, ont l'expérience. Donc aujourd'hui, lors de coaching, lors de formation, lors d'accompagnement, il arrive justement parfois d'avoir un coaching inversé où les jeunes peuvent challenger les vieux sur les outils digitaux et autres. Et bien évidemment, il y a un partage de connaissances. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que dans certaines entreprises, le partage de connaissances est quelque chose d'assez difficile à transmettre. Parce que pour moi, j'ai ma connaissance, j'ai mon expérience, c'est quelque chose que je ne veux pas forcément partager. Alors que quand on a une personne qui maîtrise le digital, qui est à l'aise avec les outils informatiques, qui est à l'aise avec l'IA, qui est à l'aise avec des choses aujourd'hui qui sont essentielles dans le monde du travail, ça va de soi que moi j'ai mes connaissances, lui il a ses aptitudes, il a des connaissances techniques sur certains domaines. Donc on peut à ce moment-là voir dans quelle mesure on peut collaborer. Voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir sur beaucoup dans les entreprises, voilà, parce qu'aujourd'hui c'est une réalité, on doit faire avec. Voilà. Merci. Ouda, je me tourne vers vous. Percevez-vous un décalage ou une harmonie justement entre ces générations? Alors je dirais pas vraiment un décalage, mais une richesse. Et l'intelligence serait de comprendre que c'est une opportunité de travailler dans un environnement où il y a différentes catégories d'âge, différentes expériences. Et quand j'ai vu justement le titre du panel, j'ai compris qu'on allait se focaliser sur les challenges, alors que non, c'est une richesse qu'il faut juste exploiter au maximum et en retirer le bon et apprendre un petit peu à la côtoyer ou bien à l'apprivoiser, parce que c'est vrai que peut-être notre génération, on était les anciens, c'est ceux qui ont la connaissance. C'est vrai qu'à l'époque, peut-être que le marché n'était pas aussi ouvert, donc il n'y avait pas ce changement rapide qui pourrait arriver. Et donc, les connaissances qui venaient avec l'expertise vont rester valables pour une longue durée. Là, ce n'est plus le cas. Et ils sont valables, elles resteront valables. Par contre, les jeunes ont beaucoup à nous apprendre. Et franchement, quand on travaille dans une équipe où il y a différentes catégories d'âge et différents parcours, ça nous aide à apprendre les uns des autres. Et donc, à un moment donné, moi, j'invite tout le monde à oublier l'âge. Vraiment oublier l'âge. Franchement, moi, je me sens toujours, j'ai 24 ans dans ma tête. Et tu peux pas. Vous les faites, hein. Merci beaucoup, mais je sais que c'est pas vrai. Mais je crois que j'ai 24 ans. J'ai un peu plus d'expérience parce que j'ai du vécu. Je me suis cognée avec pas mal de problèmes. Et cette connaissance, je vais la partager avec les jeunes. Mais ce n'est pas la partager genre, c'est une science exacte et c'est comme ça qu'il faut être. J'ai vécu ça, je ne sais pas si vous allez vivre la même chose, je ne sais pas si vous allez mener la même méthode ou solution, mais voilà, c'est juste un partage. Et donc, restez ouverts pour un partage mutuel et oubliez les âges, franchement, parce que l'âge, c'est un chiffre. Ça joue sur les articulations, c'est vrai, sur le dos peut-être, mais côté relation et travail en équipe, ça devrait en aucun cas être un blocage. Merci. Alors, je vais vous demander d'applaudir Souleymane Kol qui nous a rejoint, vice-président opération Premium, MindScale et Economy Brands Morocco du groupe Accor. Merci de nous avoir rejoints. Merci de m'avoir invité. Je vous ai connu sous une autre casquette, je ne dirai pas le nom, mais en tout cas, merci d'être avec nous. Souleymane, toi qui es dans cet univers qui navigue dans l'univers de l'hôtellerie, aujourd'hui, comment se passe justement quel est le miroir de ces intergénérations, ces conflits entre les jeunes qui arrivent et les anciens qui sont là depuis certains temps avec des méthodes qui sont restées plus ou moins classiques dans le milieu? Alors d'abord, encore une fois, merci de m'avoir invité. Désolé pour le petit retard. Écoute, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, mais nous, on fait un métier qui a l'avantage, malgré l'arrivée des nouvelles technologies, qui tournent toujours autour des hommes ou des femmes qui font ce métier.
C'est un métier de service et qui est aujourd'hui appelé à s'adapter à son environnement systématiquement. Donc l'hôtellerie, pour ceux qui l'ont connu il y a une vingtaine d'années, c'était un métier où on faisait, alors je ne vais pas entrer dans des terminologies très techniques, mais on faisait l'accueil, pour ne pas dire le checking, avec du staff. Aujourd'hui, on le fait moins avec du staff. Il y a de plus en plus de technologies qui rentrent dans notre métier. Mais il y a un sujet qui reste fondamental, c'est la relation entre le staff et les clients. Et donc, on a une double complexité. C'est la complexité intergénérationnelle qui est le thème de la journée et la complexité interculturelle. Parce qu'en général, quand on est au Maroc et qu'on a des hôtels au Maroc, on a un peu plus de 50% de nos clients qui sont d'un autre pays, en tout cas qui ne viennent pas du Maroc. Et donc, on a un double sujet, un sujet de culture et un sujet de génération. Donc, comment on traite ces sujets-là? C'est de permettre à notre staff d'être le plus exposé possible à des situations interculturelles et à des situations intergénérationnelles. Donc aujourd'hui, un réceptionniste qui a moins de 30 ans est très différent d'un réceptionniste qui a 20 ans d'expérience et qui est plus exposé aux nouvelles technologies qu'un réceptionniste un peu plus expérimenté, un peu plus senior. Donc en fait, on organise des schémas alors les jeunes disent de vie ma vie ou autres, pour permettre aux gens d'apprendre à se connaître et d'apprendre à mesurer les gaps qu'il y a entre les différentes générations. Et ça permet aussi, on a un autre avantage, avant de parler de ces journées de vie ma vie, on a un avantage, c'est que dans notre métier, la durée, le niveau de seniorité, le niveau d'ancienneté est très élevé. Aujourd'hui, en moyenne au Maroc, dans nos hôtels, le niveau de seniorité est largement supérieur à 15 ans. Donc, c'est-à-dire que globalement, dans nos hôtels, les gens, ils ont 15 ans d'ancienneté dans le même hôtel ou dans plusieurs hôtels du groupe. Et donc, ça leur permet, eux, de transmettre aux jeunes qui arrivent tous les fondamentaux du métier, parce que ça restera un métier de service. Et donc, on a cet avantage-là. Et donc, du coup, ça permet aussi aux anciens, aux staff un peu plus seniors, d'être exposés à des jeunes qui arrivent et qui leur apprennent au fur et à mesure de s'adapter au niveau de technologie et au niveau à l'interculturalité. Donc voilà comment on traite ce sujet au quotidien. Voilà. Merci Souleymane. Je me tourne vers vous, Salma. Justement, dans votre univers, dans votre secteur, quelle stratégie aujourd'hui avez-vous mise en place pour favoriser cette collaboration intergénérationnelle comme l'a présenté Souleymane? Alors nous, on a mis en place des stratégies concrètes qu'on suit et qu'on mesure. Et on a eu besoin de le faire parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'étais pas complètement alignée parce que réellement, il y a des attentes différentes par génération. On le voit sans tomber dans le stigma. Mais pour avoir moi-même dans mon équipe plusieurs générations, je vois bien que des gens plus jeunes arrivent avec évidemment une richesse et des forces qui leur permettraient de contribuer, d'apporter une valeur ajoutée, notamment en termes d'être digital native, d'être créatif, d'être aussi en phase avec une forme de pop culture dans notre métier du marketing dont on a besoin. Donc tout ça, c'est super, mais pour arroser en fait cette motivation-là, il y a quand même besoin d'un cadre structurant parce qu'en même temps, ils arrivent avec des attentes de flexibilité qui parfois, pour des gens de la génération XY ou même parfois pour tout simplement un cadre RH qui existe dans les entreprises, peuvent paraître un petit peu, en tout cas un peu grandes ou en tout cas pas réalistes. Ils arrivent aussi avec un besoin de sens. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et c'est quelque chose du coup auquel je peux répondre. Mais ils arrivent aussi avec une notion d'immédiateté. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir fait ses preuves, etc., on est dans l'attente de beaucoup de choses. Donc moi, j'aime bien aussi travailler et sur la partie performance et en même temps sur la partie soft skills, toujours en parallèle, en instaurant un petit peu une culture du give before you take, une culture du test and learn, et puis en insistant aussi, ce que je ne ferai pas avec des personnes plus seniors, sur le how et pas uniquement sur le what. Vous savez, nous, les gens des années 90, on avait l'habitude, on arrivait, on travaillait les soirs, les week-ends, et on était dans le livrable, délivrer. On était beaucoup dans les objectifs et dans le accountability par rapport aux objectifs.
aujourd'hui, je pense, en tout cas moi, dans mon mode managérial, on passe aussi beaucoup de temps sur le how, le process, le comment on fait. Et c'est là où les binômes intergénérationnels, chez nous, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Parce que on a parlé d'expertise et d'expérience, mais c'est pas juste ça que peut apporter le senior de l'équipe à quelqu'un de plus jeune, au-delà de l'expérience du métier, etc. Mais ce qu'il peut apporter, c'est aussi une manière de gérer les prestataires. On est dans des métiers. Aujourd'hui, on est dans un monde d'incertitude, de complexité. Donc, il y a de la gestion de la complexité, d'être au carrefour de plusieurs métiers. Donc, une forme d'écoute. Également, vous savez, la notion d'immédiateté, elle arrive avec l'envie de faire et de faire vite et de voir des résultats rapidement. Moi, j'aime beaucoup ce qu'a dit monsieur sur cette notion d'écoute, mais mutuelle. Et vraiment, elle est importante. Donc, il ne s'agit pas ni d'antagoniser, ni de mettre face à face, mais de merger les richesses en prenant ce qu'on peut en faire de plus. Donc, vraiment faire du 1 + 1 = 3, mais sans gommer les différences. Vous savez, moi, j'ai testé beaucoup de choses et je peux en parler parce que je me suis trompée. Il faut se tromper, en fait. Il y a des choses qui n'ont pas marché. J'ai eu des recrutements qui n'ont pas fonctionné. Il y a des greffes qui n'ont pas pris. Et on en apprend. Qu'est-ce qui fait que la greffe n'a pas pris? Quand vous avez quelqu'un de brillant et de motivé qui arrive, qui a des attentes qui paraissent... Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et ces expériences-là, moi, ce qu'elles m'ont appris, c'est que le même style de management, avec quelqu'un... Ça va être sécurisant, et ça va être structurant et les personnes vont apprécier. Avec quelqu'un d'autre, ça va paraître infantilisant. Exactement les mêmes méthodes. Et donc, je n'utilise pas les mêmes méthodes avec toutes les personnes de la même équipe. Il y a également tout ce qui est mentorat inversé, comme l'a dit madame. Ça, c'est quelque chose qu'on expérimente réellement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est quand ce n'est pas dans les mêmes équipes. Moi, j'aime... Alors, on est en train de tester ça. C'est du mentorat inversé, mais pas dans le même métier. Par exemple, quelqu'un qui a 25 ans dans mon équipe va aller à l'équipe de la logistique ou de la GRC ou de l'audit interne, donc des métiers qui sont, on va dire, avec des gens voilà, avec beaucoup d'expérience, etc. Et ça, c'est des expériences qui sont en train d'être plutôt intéressantes. On a aussi fait l'expérience d'avoir, alors ça c'est pour le côté innovation, on a appelé ça Road to, à l'époque de 26, mais bon, 26 c'est déjà demain. On a fait une équipe de moins de 30 ans. Donc c'est pas du jeunisme, je vous rassure, c'est pas de la discrimination positive non plus. C'était juste une façon de donner la chance à des personnes de différentes, alors là qui viennent de partout dans l'entreprise, hein, et qui n'ont absolument rien à voir, pas toujours avec l'innovation, et qui vont arriver en équipe, donc des moins de 30 ans, pour donner leur perspective sur les plans stratégiques à 5 ans déjà établis de l'entreprise. Et ça, c'était vraiment intéressant, parce qu'ils arrivent avec des perspectives complètement différentes. Ils s'affranchissent de beaucoup de limites. On ne se rend pas compte, mais en tant que senior, on a intégré, on a internalisé certaines limites par rapport à ce qui est faisable, ce qui est réaliste, ce qui est possible, etc. Et eux, ils arrivent avec un champ beaucoup plus ouvert. Et donc ça, c'était une vraie richesse. Donc c'est quelque chose qu'on a expérimenté. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, il y a un troisième exemple que j'aimerais bien vous donner. On a mis en place un Extended Leadership Team. C'est-à-dire que vous avez un comité de direction, hein, donc un COMEX tout à fait classique de grandes surprises. Et à côté, vous avez une fois par mois une réunion de Extended Leadership Team, c'est-à-dire les directeurs, mais également avec des N-1. Et donc, on se retrouve avec une équipe de 20-25 personnes, avec des gens entre 30 et 50 ans, et qui sont là pour prendre des décisions importantes et des décisions actionnables sur l'avenir, en tout cas sur les plans ou sur les business plans. Et ça apporte vraiment quelque chose. Et ça, c'est important à dire parce que c'est sponsorisé. Donc ça, c'est une volonté d'un top management qui est conscient et qui est dans le leadership conscient et qui est dans le brassage intergénérationnel et qui va permettre, et par effet de ruissellement, va permettre d'instaurer cette culture où on a beau ne pas avoir la même expérience que quelqu'un qui aurait 20 ans d'expérience, on a quand même des choses à dire au niveau de l'aspect décisionnel. Parce que c'est à ce niveau-là qu'en général, on laisse pas trop, on ne donne pas la voix. Et donc voilà, c'est des choses qu'on teste. Et très bien. Pour l'instant, merci. Bien. Alors on va essayer d'interagir ensemble et de lancer le débat. On a des challengers qui sont présents. N'hésitez pas, challenger Salma, Seti, si vous voulez intervenir en même temps. Et on a aussi le plaisir d'avoir Samuel Durand avec nous, qui est en ligne. Est-ce qu'on l'entend? Samuel, est-ce que tu nous reçois? Tu nous écoutes?
Samuel, bonjour. Il est avec nous, réalisateur du documentaire Make It Work. Vous m'entendez? Ouais, très bien. Très bien. Alors, brièvement, Samuel, si tu veux, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter un peu ce qui s'est dit, mais peut-être nous parler en même temps de ce documentaire aujourd'hui et justement de ta perception sur le sujet. C'est un documentaire qu'on a lancé l'année dernière. On a eu le plaisir de venir le diffuser sur la première édition, le précédent sur l'impact de l'IA sur le travail. Et en fait, en creusant ce sujet, on a mis le doigt sur un sujet plus large qui est celui de l'impact d'une transformation, quelle qu'elle soit, sur le travail. Parce que le sujet d'une transition démographique, d'une transition verte, d'une transition liée à une réglementation ou d'une technologie comme l'intelligence artificielle, en fait, pose les mêmes questions pour un collaborateur, un dirigeant ou un RH dans une organisation. Le collaborateur se dit quelle sera ma place dans ce monde d'incertitude, dans cette nouvelle organisation. Et puis le dirigeant, le RH, se dit comment est-ce qu'on fait pour avoir les bonnes compétences au bon moment et idéalement au bon coup. Et donc c'est à toutes ces questions qu'on a essayé de répondre avec ce film. Très bien, merci. Alors justement, on a préparé un petit extrait et je vous inviterai, chers panélistes, à intervenir sur le premier extrait de Vogue Tan, l'état d'esprit d'incertitude. C'est parti. La vidéo. La vidéo. Vogue Tan. Première vidéo. Voilà. I'm a professor of strategy, I'm a consultant, I'm an entrepreneur. I write a lot, mostly about uncertainty, why it's different from risk, about meaning, why we need to make it. And nowadays, more and more about the future of how we think about work and what work means for humans. The uncertainty mindset is simply a way of thinking that is explicit about understanding that there is a difference between risk, which is the unknown that you can quantify and you can optimize away, and unknowns that you cannot quantify. You have to deal with them and, in a way, have comfort with the fact that you cannot optimize them away. That's the uncertainty mindset. It changes how you work. It changes a lot of how you deal with the world around you, but that's basically what it is. Another kind of true uncertainty might be what will happen to the climate in the future, like 100 years from now. These are all things where you cannot quantify what will happen. You don't know what's going to happen, and those are all kinds of true uncertainty that we face. The concrete principles that make people adaptable and innovative, I think there's a few of them. Being able to say, who I am now is not necessarily who I must be into the future, right? So adaptability implies change. And change is only possible when you can think of yourself as someone who is changeable, when you're not too stuck in the who you are at the moment. Now, the thing about provisional roles is provisionality simply means we haven't fixed what you do yet. Some part of it might be fixed. You got to do 75% of your time, you got to do these things. But 25% of your time, we don't know. You tell us. And it's not just you tell us what you want. You have to do something which makes sense for us and for you. And you got to show us that it works, right? You have to test it out with us. And if we say it's good and you like it, then it becomes part of your role. And it allows the people inside the team to be always looking outside to see what does my team need that it doesn't have yet that I want to give, that I might be good at. And always testing that stuff. Très bien. Alors, je vous demanderai de réagir là-dessus et surtout sur quelles bonnes pratiques avez-vous observé pour naviguer dans cette incertitude? Oui, moi je veux bien. C'était plutôt inspirant. J'aime beaucoup cette nuance que ce monsieur fait entre risque et incertitude. Effectivement, les risques, nous, on a même des directions entières pour évaluer les risques, les mitiger, les prévoir et avoir un set de solutions s'il se passe A, B, C, D. L'incertitude, c'est différent. Et donc, ça fait appel non pas à des techniques, mais à une manière d'être. Et not being stuck in our own ways, qu'est-ce que ça veut dire également? Ça veut dire une ouverture à l'erreur. Donc en fait, moi, quand j'entends ça, ce que j'entends, c'est l'acceptation de l'erreur. Et honnêtement, je trouve que c'est une culture vraiment importante aujourd'hui. Et c'est une compétence même. Je crois qu'on peut monter ça au niveau d'une competency. Parce que dans un monde VUCA, ça n'est pas possible d'avoir exactement, en termes de KPIs et de delivery, 0% d'erreur. Alors, une des manières toutes simples, ça a l'air bête et méchant, mais en fait ça fonctionne,
et qu'on pratique, hein, je crois, Saïd est là pour en témoigner de mon équipe, qu'on pratique dans l'équipe, c'est le 70-20-10. C'est-à-dire que, voilà, je sais pas, imaginons que j'ai 100 unités pour un budget annuel ou pour une stratégie annuelle. Eh bien, il y a 70% qui sont des choses planifiées, claires, qui sont en rapport avec des choses qui ont un niveau de certitude qui est autour de 80%. Et donc, qui vont prendre 70% de ce budget-là. 20%, ce sont des choses qui vont être amenées par ce qui se passe en cours d'année à changer un petit peu. La moitié va être un petit peu pareil, mais on va construire dessus pour avoir une certaine agilité, pour être pas uniquement dans des grandes avenues stratégiques, mais pouvoir amener une dose de tactique. Vous savez, c'est un peu comme le gros bateau et le Zodiac. Hein, donc nous, on est des gros bateaux, on tient le cap, et à un moment, on sait avoir quand même cette culture d'être un petit peu comme un challenger, comme un Zodiac, pour ajouter dans ces 70%, dans ces 20%, quelque chose. Donc ça, c'est 20% du budget. Et 10%, et là, c'est en général, on adore, 10%, c'est du unknown. On ne sait pas. C'est là, c'est un budget qui est là. C'est pour pouvoir parer à des grandes opportunités qui peuvent arriver ou à des grands soucis qui peuvent arriver. Et en fait, juste avoir ça en place, c'est déjà, au niveau de l'équipe, une espèce d'assurance qu'on est prêt pour le changement et qu'on est dans une notion d'agilité. Alors, prêt pour le changement, prête pour le changement. Exactement. Ouda, tu voulais réagir? Alors, je voulais réagir justement parce que sur le documentaire, il y avait 2 mots-clés. Il y avait justement le changement. Et il y avait aussi la question de not being stuck in the present. Et c'est vrai que c'est... il faut même pas, à mon avis, il faut même pas sentir qu'il y a un changement, il faudrait s'adapter. Il faut juste se laisser aller. Et on travaille à EFE Maroc avec les jeunes depuis 2008. Et à chaque fois, même si on dit qu'on a des programmes de formation, d'accompagnement sur les soft skills notamment, pour pas mal de secteurs, on s'adapte continuellement. Et je ne peux pas vous dire à quel moment on a fait le changement, à quel moment on a changé de paradigme. Ça se fait naturellement selon les demandes justement des jeunes. Et à chaque atelier, à chaque interaction avec les jeunes, on demande c'est quoi vos attentes. Et les attentes, par contre, elles restent les mêmes que les nôtres, sauf que les nôtres n'étaient pas peut-être prononcées. C'est de la transparence, de la communication, de la clarté, de se sentir considéré, justement, quand on travaille en équipe, même si on est jeune, qu'on se sente écouté, et que notre avis matters, et le fait qu'il y ait de la reconnaissance. Ça, c'était aussi nos attentes il y a 25 ans, il y a 30 ans. C'est juste que, peut-être que, comme vous l'avez dit, on n'était pas dans l'immédiateté. Là, on est affronté à une ouverture, à une transparence de tout ce qui se passe chez toutes les entreprises. Et donc, les jeunes se comparent naturellement. Et c'est vrai que les entreprises, c'est à elles maintenant de s'adapter à un petit chouïa. Mais encore une fois, je ne dis pas que c'est une question d'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est juste que c'est des attentes mutuelles. Il y a des contraintes de l'entreprise pour la réussite. Et c'est des contraintes qu'on a tous et toutes. Et on essaie justement de créer une synergie. Si tout le monde est écouté, grand ou senior ou junior, on aura la dynamique qui va aller l'entreprise vers l'avant. On a besoin d'une vision. La vision, c'est normal que c'est le leadership qui va l'avoir, mais c'est une vision qui doit être partagée. Et encore une fois, les jeunes, et je pense que c'est une pratique qui commence à être courante, et il y a une définition de stratégie qui se fait au niveau global. Et même chez nous, on définit les grandes lignes ensemble. Peu importe la seniorité, on peut avoir quelqu'un qui a intégré la semaine dernière, mais il va venir avec un 109, avec une vision, justement, sa perception de EFE, de ce qu'on fait, et il va nous donner la stratégie sur 5 ans. Donc, ce que je pense, et je reste juste ambassadrice des jeunes ici, parce que c'est notre mission principale, c'est justement de leur donner leur voix et les représenter. C'est... les jeunes cherchent à de la considération, du trust, vraiment de la confiance, et un champ de marge de manœuvre, en fait, pour tester des choses. Plus on teste, et on va peut-être tomber, on va peut-être faire des erreurs, mais ce sera des erreurs réfléchies, des erreurs sur lesquelles on va bâtir des solutions pérennes, et ainsi être vraiment contributeur de la stratégie générale de l'entreprise. Et si on a cette culture au sein de l'entreprise,
c'est qu'on a une culture saine et l'intergénérationnel ne va pas faire un grand impact. Aïcha, cette incertitude, une force ou un frein? Alors, donc, pour moi, c'est une force. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de DRH avec nous ici. L'un des soft skills qui est le plus demandé aujourd'hui, c'est l'adaptabilité. Donc, c'est non seulement, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous avez des collaborateurs qui interagissent avec d'autres services. Donc, communication qui va au RH ou dans le service financier et autres. Donc, l'adaptabilité aujourd'hui, c'est quelque chose de très important qui nous prépare justement à d'éventuels changements. Donc, on doit pouvoir autant intervenir dans une multinationale comme dans une petite entreprise, comme dans un pays. C'est vous qui avez parlé tout à l'heure, non, c'est M. Souleymane qui a parlé tout à l'heure du volet culturel. Donc, je voudrais revenir là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle d'intergénérationnel, mais il y a quelque chose qu'on prône, justement, le fait de présenter cela comme un défi. Donc, ça peut être limitant. Donc, on voit comme un problème. Donc, on va plutôt sur l'harmonie ou la cohabitation entre plusieurs générations en entreprise, parce que c'est une réalité. Après, les mots ont un sens. Donc, quand on dit défi, donc, on pourrait se dire que c'est quelque chose qui peut être difficile à atteindre. Donc, pour revenir à ce changement-là, pour moi, c'est quelque chose c'est une force. Voilà, parce que on vit dans un monde global, et vous l'avez souligné tout à l'heure. Je suis au Maroc, mais je sais ce qui se passe à Singapour, je sais ce qui se passe à Dakar ou en Ouganda. Voilà, donc aujourd'hui, adaptabilité, vous avez parlé de la flexibilité, vous avez parlé de l'autonomie, mais tout ça, ça nous prépare bien évidemment, voilà, à ce changement. Maintenant, je ne sais pas s'il y a l'un des intervenants qui peut voir ça comme une faiblesse, mais pour moi, c'est une force. Zacharia, avez-vous tiré, merci Aïcha, avez-vous tiré des enseignements sur ces moments d'incertitude par votre expérience? Je pense qu'il y a quelque chose qui, on l'a dit en filigrane, mais qu'il faut peut-être repréciser. Donc tout à l'heure, on a parlé du monde VUCA, maintenant on parle beaucoup plus, depuis le Covid, d'un monde banni. Donc on est beaucoup plus aujourd'hui dans un monde qui devient incertain, où il y a de la fragilité. Et donc le post-Covid, on parle aujourd'hui de post-vérité, c'est-à-dire que même quand vous avez une vérité, les gens sont plutôt, donc regardent au-delà des faits, et tout ça fait en sorte que cette fragilité, elle est à tous les niveaux. C'est-à-dire que effectivement, que vous soyez un quadra ou un quinquin en train de gérer des équipes qui font 10-20, tout le monde est aujourd'hui rentré dans cette... où on considère maintenant que tous les outils traditionnels sont dépassés. C'est-à-dire qu'on ne peut plus gérer. Donc là, il faut gérer les émotions, il faut gérer des choses. Et c'est toute cette complexité qui fait que maintenant, on parle vous avez parlé de l'hybridation, quand on va mettre en connexion des jeunes et moins jeunes, parce que qu'on le veuille ou non, moi j'ai toujours mes enfants, j'ai 20 ans, mais de temps en temps, ils me disent, bon, papa, t'as pas 20 ans. Donc, c'est clair, on peut écouter la même musique que ses enfants, mais on ne va pas l'écouter de la même manière. Donc, il y a des moments dans une organisation, même quand vous êtes circulaire, pourquoi on dit maintenant que l'IA va peut-être remplacer beaucoup de choses qu'on faisait donc, sur des choses très techniques, mais on considère qu'elle aura du mal à dépasser un philosophe, qu'elle aura du mal pour l'instant à dépasser des travaux très manuels, parce qu'effectivement, ce côté humain reste aujourd'hui le vrai sujet de cette intergénérationnelle. Donc effectivement, moi je considère que le fait d'être dans ce monde hautement technologique où l'humain veut reprendre sa place, bah, ça crée aujourd'hui des collapses pour tout le monde, que vous soyez très expérimenté ou que vous soyez plus jeune. Parce que souvent, donc, en Afrique, on dit le vieux assis voit plus que le jeune qui est debout. Et c'est cette synergie, donc on le dit, il faut une dualité, il faut effectivement les choses vont beaucoup plus vite, mais ce qui est marrant, c'est que ça va plus vite pour tout le monde. Ce qui est important, l'Afrique, si je reviens maintenant, je reprends un petit peu de l'écart pour ne pas rester dans nos entreprises, c'est le continent qui va doubler de taille. Donc la dimension aujourd'hui jeune, donc je ne sais même pas comment ils vont les appeler, il y a Z, on est en train de parler, on ne sait même plus nous où on va être.
Et là, effectivement, toute la question, c'est comment on favorise les liens intergénérationnels. Vous avez parlé effectivement de la dimension culturelle. On parle aujourd'hui de la zone Zlega. Mais déjà, quand vous êtes dans des environnements où les gens viennent à vous, on a du mal. Mais quand vous dites le monde est devenu un village depuis très longtemps, même quand on ne voyage pas, le monde vient à nous. Donc notre ami vous nous rappelle que 50% de ses clients sont étrangers. Mais il faut gérer tout ça. Et donc ça nécessite, pour revenir un petit peu à ce qu'on dit, c'est-à-dire que toutes les entreprises doivent faire du sien. Maintenant, il faut, de façon, on va dire, beaucoup plus systémique, avoir des dispositifs. Donc, nous, on pense que pour nos entreprises, parce qu'il ne faut pas oublier qui crée de la valeur, c'est les entreprises. Et il y a aussi de l'intergénérationnel dans les entreprises. Et dans ces entreprises, il va falloir effectivement leur donner les outils pour que celui qui va passer le relais soit fier de le transmettre, parce que c'est très bijectif. D'ailleurs, un sujet que vous connaissez bien, Cissé Garia, avec la transmission justement de ces entreprises à leur progéniture. Je vais me tourner vers les challengers. On a les challengers, Salima, Sefi. Allez-y, mettez-vous debout et rentrez-leur dedans. Je vais essayer. La notion de risque et d'incertitude me parle beaucoup, parce que moi, je suis styliste. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis du Sénégal. Je me rappelle quand j'étais aux États-Unis, je faisais mon MBA. C'était il y a plus de 20 ans. Et il y a un moment, je me suis dit, la notion de management que j'apprends aux États-Unis, je ne peux pas l'appliquer intégralement chez moi au Sénégal. Donc j'ai fait ma thèse dessus, etc., etc. Et tout ce que j'avais écrit, tout ce que j'avais imaginé il y a 20 ans, je le pratique aujourd'hui au sein de mon entreprise, parce que je travaille avec des jeunes. Au Sénégal, le droit d'aînesse est très, 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 très présent. Donc quand l'aîné dit quelque chose, il a toujours raison. Pas qu'au Sénégal, mais... Oui, exactement. Mais le problème, c'est que ça ne promeut pas la créativité. Et moi, je travaille dans un domaine où la créativité est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante. Il ne faut pas juste faire les choses, oui, 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 on suit, madame a dit, donc il faut suivre. Et donc j'ai fait quelque chose d'assez révolutionnaire. Bon, on ne le fait pas forcément dans le domaine de la culture. Je prends des coachings et je fais des team building. Et quand vous avez des jeunes devant vous qui considèrent que l'aîné a toujours raison, il faut le mettre en confiance pour en fait les pousser à créer et pour leur donner confiance. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous considérez que vous êtes dirigé par quelqu'un, je ne dirais pas que vous perdez confiance en vous, mais vous avez peur en fait parce que bon, vous ne voulez pas challenger ce droit d'aînesse là. Donc voilà, merci. Merci. Salima, peut-être? Non. Alors, Leïla, pardon. Entre Salima, Leïla. Merci, Tarek. Non, ça va, c'est bon. Merci. Bon, voilà, donc moi, je suis avec beaucoup d'attention en fait, les débats. En fait, par rapport à la problématique de l'intergénérationnel, c'est une problématique éventuellement que nous vivons, nous, de façon beaucoup plus, on va dire, réelle. Nous sommes dans la formation et on est aussi dans l'accompagnement. Donc, au fait, nous préparons la génération future pour pouvoir intégrer, bien sûr, on va dire, cet avenir, enfin, ce travail réinventé. Et puis, on fait aussi de la recherche scientifique par rapport, justement, en fait, à ces modes de comportement qui, aujourd'hui, ils ont complètement, bien sûr, évolué. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, vous l'avez dit vous-même quand vous étiez en train d'échanger, que bien sûr, on va dire le problème, c'est beaucoup plus comment est-ce qu'on puisse aider la génération Z, alpha en route éventuellement, intégrer bien sûr, on va dire, le mode de travail. Le problème avec le mode de travail aujourd'hui, c'est que c'est un mode de travail qui est mis en place depuis les baby boomers et depuis bien sûr la génération X. C'est-à-dire que les générations sont là, mais on ne leur a pas préparé le terrain. Il faut quand même le dire. Et aujourd'hui, les modes de travail tels qu'ils sont mis en place et les dispositifs de management tels qu'ils sont mis en place, aujourd'hui, ils ne répondent plus aux besoins de l'homme moderne, quelle que soit la génération de l'homme moderne. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un autre phénomène, c'est bien sûr, on va dire, le mindset. Et donc, on a beaucoup de personnes qui font partie de la génération X, mais qui ont le mindset Z.
Et on a peut-être des personnes aussi qui peut-être ils sont dans le baby boomers, mais ils ont le mindset Z, voire même alpha. Hein. Et donc, ce n'est plus une question, bien sûr, on va dire, de stéréotype. Cette génération, alors là, cette génération, aujourd'hui, pour vivre dans les nouveaux modèles de travail, pour vivre éventuellement dans l'ère nouvelle, il va falloir adopter un mode de comportement et un mindset qui est systématiquement aligné avec la conjoncture de l'incertitude, avec bien sûr le défi de l'IA, avec bien sûr, on va dire, cette incertitude économique éventuellement dans laquelle les entreprises ont évolué. Et du coup, le problème aujourd'hui, ce n'est plus un problème générationnel, c'est un problème transgénérationnel. C'est-à-dire comment est-ce que le travail sur les identités en entreprise, le travail sur les systèmes de valeurs en organisation, le travail sur les modes de comportement, les attitudes dans l'entreprise devrait normalement intégrer toutes les générations dans l'organisation. C'est-à-dire du X, du même baby boomers aujourd'hui à la tête de l'entreprise patronale. Donc, toutes les générations d'entreprises aujourd'hui, elles sont face au défi majeur qui est quels sont les modes de comportement aujourd'hui que toutes les générations devraient, bien sûr, on va dire, adopter et quelles sont les organisations qui devraient aujourd'hui parrainer le travail pour demain. Donc, ça, c'est première question. Et deuxième question, éventuellement, c'est celle, bien sûr, relative à, on va essayer un peu d'imaginer. Il faut imaginer une chose, c'est que nous sommes en train de partir vers un monde où, à un moment donné, il va y avoir les humains qui cohabitent avec l'IA en entreprise. Et donc, ce n'est plus le modèle générationnel qui est aujourd'hui problématique, c'est comment est-ce que l'humain peut-il coexister avec l'IA. Maintenant, si on est encore, on va dire, dans cette discussion, en fait, quelles sont les générations X, Y, voilà, ils veulent quoi, etc. Enfin, on va peut-être laisser de côté un vrai débat, une vraie menace. C'est l'IA la menace. L'humain est menacé dans les organisations par, bien sûr, on va dire, les outils d'intelligence artificielle. Et donc, la question est celle-ci. C'est humain versus IA et pas X versus Y versus Z. Voilà. Et donc, j'aimerais bien avoir vos réactions, s'il vous plaît, par rapport à ça. Merci. Merci pour ce coup de sang, Laïla. Du calme, tranquille, on est entre nous, tout va bien. Alors, on n'est pas tous d'accord avec cet esprit. Moi, je pense que l'IA, c'est vraiment une opportunité. Souleymane, aujourd'hui, comment tu l'abordes? Et ensuite, on va se retourner vers Samuel, qui a fait le tour du monde et qui nous donnera un point de vue quand même non négligeable. Alors, merci pour cette intervention hyper passionnée. Écoutez, moi, je ne sais pas si je partage votre avis, s'il y a une forme d'opposition entre l'humain et l'IA. En tout cas, moi, j'ai toujours considéré que c'est dans la contrainte qu'on trouve des solutions pour avancer et que l'IA, aujourd'hui, en tout cas, on est dans un environnement différent, pas forcément, on va dire, en opposition avec l'évolution du travail, des jeunes ou des moins jeunes. C'est un outil supplémentaire qui va nous mettre dans un schéma de contrainte qui est nouveau pour nous. Mais aussi longtemps que je me souvienne, je n'ai pas non plus 200 ans, mais dans l'histoire de l'être humain, chaque fois qu'on a été dans une situation nouvelle, il en est sorti des innovations et des solutions pour l'avancement du monde du travail, pour créer de la valeur, pour permettre à l'être humain ou aux jeunes ou aux moins jeunes d'évoluer. Donc, je partage un peu moins votre point de dire qu'on est en opposition entre l'IA et les humains. Je pense que c'est un environnement nouveau, comme on en a connu pendant toute l'histoire de l'être humain, et qu'on trouvera des solutions pour s'adapter. Ce qui est certain, c'est qu'au bout du bout, on est dans un monde très sociable. L'être humain est un animal social et qu'on trouvera toujours une solution. Donc, c'est plus une solution, moins qu'un problème. On n'est pas en opposition. En tout cas, c'est ça mon point. Alors, ça tombe bien, on va donner la parole. Non, après, vous pourrez discuter ensemble. Le temps, le timing. Oui. Ben oui, mais... C'est intéressant un peu de savoir aussi. Merci, Soraya. Oui, rapidement. J'ai un direct avec Samuel. Rapidement, en 2 mots, et je suis complètement d'accord avec vous. Bon, aujourd'hui, je sais que les entreprises sont en train, bien sûr, on va dire, de mettre tous les dispositifs pour pouvoir créer un peu ce dialogue intergénérationnel. Maintenant, il y a des choses à faire qui sont dans l'urgence. C'est d'abord avoir les feedbacks de ces générations, bien sûr, pour lesquelles on met le mentorat inversé, ce qui va avec, qu'est-ce qu'ils en pensent déjà. Et deuxièmement, il faut peut-être leur demander à eux de nous proposer qu'est-ce qui serait bien pour eux dans les organisations. Merci. Il faut que ça émane, bien sûr, de ce public, et je vous remercie. Merci. Et je m'arrêterai sur ça. Samuel, il est avec nous. Il n'a pas fait le déplacement, malheureusement, mais il était avec nous. Samuel, j'aimerais te faire lancer une vidéo, et justement, qui parle du sujet de Heather McGowan, les compétences.
On peut l'envoyer. Et ensuite, Samuel, tu prends la main parce que j'aimerais que tu parles un peu justement des 2 extraits qu'on a visionnés ensemble. C'est parti pour la vidéo? Allons-y. We'll keep talking about when and how we will close this skills gap. If you look at it, a skills gap forms when a human demonstrates a skill and the market values that skill in excess of supply. By that definition, it's progress. So what we need to do is aspirationally chase the skills gap, but realize we don't ever want to get it to close because that means we'll stop making progress. What we need to stop with is the idea that we will get a deployable, ready workforce just from some training or better training, when in reality, learning is very much part of work. In fact, work is learning. Skills kind of can come down to 3 levels. There's competence, capability, and capacity. So when we talk about competence, then they have like competence-based education. That's you giving an answer to a very well-structured question that's either right or wrong. Whereas capability is taking that competence and translating it to a new challenge. That's strengthening or deepening your knowledge in a particular area. Both of those are things that are generally in the realm of known knowledge. So we can pretty much codify and transfer skills and knowledge through either competence or capability. Capacity on the other side, and that's not the ability to do everything, that's the ability to meet the moment. Capacity is formulating the question as well as the answer. It's finding and framing new knowledge. And I think that we need to focus much more on building capacity while we'll continue to work on competence and capability. Merci. La question des compétences dans cet extrait du documentaire Skills Make It Work de Samuel Durand. Samuel Durand, quels sont aujourd'hui les avantages d'une organisation pilotée par les compétences d'après toi? La marche naturelle vers laquelle on se dirige toutes et tous, à titre individuel et à titre de l'entreprise. À titre individuel, il y a une phrase que nous dit Heather dans le film, pas dans l'extrait que vous avez vu, mais dans le film complet. D'ailleurs, on vous donnera accès au film si vous voulez le voir, parce que c'est frustrant de voir que des petits extraits. Cette phrase, c'est Learning is the new pension. C'est cette idée de dire que en tant que talent, en fait, ce qui fait notre valeur, c'est pas notre diplôme, c'est un bout de notre valeur, mais ce qui fait notre valeur, concrètement, c'est nos compétences. Et en fait, on a tout intérêt, mais de façon égoïste, personnelle, à développer au maximum ces compétences parce que c'est ce qui fait notre valeur. Alors, évidemment, ça sert les intérêts de l'organisation. Et d'un point de vue de l'organisation, on a cette phrase, les décisions sont guidées par la compétence. C'est-à-dire que quand on recrute quelqu'un, quand on fait de la formation, quand on fait de la promotion, et si on veut même tirer le fil jusqu'au bout, quand on rémunère cette personne, en fait, tout ça dépend des compétences que celle-ci a. Et là, les entreprises, elles sont dans cette démarche-là, mais c'est pas évident du tout parce que pour arriver à faire cette prise de décision en fonction des compétences, ça suppose qu'on ait un référentiel de compétences qui soit à jour et qui soit dynamique. Et pour faire ça, il faut collecter une grande quantité d'informations qui vient de plein de sources différentes, qui vient du diplôme, qui vient des expériences passées, qui vient des derniers projets et donc peut-être des reviews de projets qui ont été faits en one-one, qui ont été faits par des pairs, qui vient de plein de sources. Et c'est là où c'est hyper intéressant parce qu'on a une activité, c'est l'intelligence artificielle qui vient nous permettre d'agréger toute cette donnée et au même endroit nous permettre d'avoir un profil d'une personne. Et ce qui rend ce modèle très puissant, c'est de lier cette cartographie des compétences individuelles aux aspirations personnelles. C'est que tu me dises, toi Tariq, tu as ce set de compétences et en plus, tu veux faire ça. Et bah donc je sais exactement que dans 3 ans, si tu veux faire ça, il faut que tu passes par tel chemin. Les conversations qui en entreprise sont fascinantes lors du recrutement, de la promotion et de la formation. Et c'est un exemple très concret de comment l'intelligence artificielle nous augmente plutôt que nous remplace dans le monde des ressources humaines. Merci Samuel. Un dernier tour de table. Observez-vous cette approche dans votre environnement, Salma. Et on clôture. Oui, on observe cette approche. Elle me paraît même naturelle. Je suis même étonnée qu'on en discute en fait. Nous, on est là pour, évidemment, on dit qu'on we build capabilities. Mais évidemment que ça veut dire que pour builder les capabilities, on fait monter en compétences. J'ai beaucoup aimé la nuance sur capacity. Et ça, pourquoi? Parce que ça vient, on est dans la partie soft skill. Et c'est quelque chose qu'on mesure, d'ailleurs. Dedans, il y a beaucoup de choses. Bringing innovative business improvements, exporting and importing good ideas,
Tout ça, c'est des choses que les jeunes savent très bien faire, mais également les plus seniors. Et quelque part, à la fin de la journée, moi, il me semble qu'à l'ère du management, enfin en tout cas du leadership conscient, voire même du leadership empathique, il y a certains soft skills qui sont impératifs, qui sont l'écoute, la curiosité et la capacité à apporter de la richesse de partout. Et si j'ai envie d'ouvrir au-delà de mon entreprise et au-delà même de mon pays au référentiel africain, je pense qu'en Afrique, on a cette chance d'avoir une population jeune qui continue, une petite... voilà, bon, la pyramide par le haut est en train de grandir aussi, mais disons qu'on a une population très jeune, on a une culture de l'oralité, on a une culture de la transmission. Et donc aujourd'hui, si on utilise ça dans l'intergénérationnel, mais tout en ayant quelque chose qui est structuré dans la professionnalisation, et là, on a tout à gagner. Donc oui, moi, je suis d'accord avec vous, c'est une richesse, c'est une force. Et je pense qu'on est tous partie prenante. Et quand je vois des forums comme aujourd'hui, où il y a beaucoup de DRH, beaucoup de gens qui sont dans le people management, j'ai envie de dire, j'aimerais qu'il y ait plus de CEO, j'aimerais qu'il y ait plus de dirigeants, j'aimerais plus... Il y en a. Et il y en a. Et on a les DRH, beaucoup de DRH, le club des DRH aussi présent. Absolument, non, c'est ce que je dis, mais c'est-à-dire à toutes les strates de l'entreprise, et pour un effet de ruissellement. Les DRH n'ont pas à être les seuls responsables dépositaires avec ce lourd fardeau d'impulser ce genre de dynamique dans l'entreprise. Ça se fait vraiment à tous les niveaux, il y a une notion de co-responsabilité, et je pense qu'on a besoin de grandir tous ensemble. Merci Salma. Perspective, opportunité pour tirer parti de cette richesse intergénérationnelle. Zakaria, rapidement et en clôture. Ouais, chacun donnera son avis. Moi, je pense qu'il faut continuer à bâtir des organisations où effectivement les anciens, on va leur demander de continuer à éclairer sans figer, où nos jeunes doivent transformer sans détruire, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, le meilleur des deux mondes, et où la technologie doit être au service du projet et non pas faire un peu un RS, c'est-à-dire qu'on doit l'utiliser comme un accélérateur. Moi, je reste convaincu que dans ce monde banni, nous avons dans ce continent le meilleur des actifs. C'est cette, même si parfois ça a été dit en Afrique, l'ancien, le mal est aujourd'hui quelqu'un qui a... Mais la révolution se fait tout doucement. Et on a plein de jolies choses. Je reviens d'Abidjan hier. Et il y a beaucoup de choses qui se passent qu'il faut qu'on partage. Donc moi, je pense qu'il faut continuer à innover à partir de notre intelligence collective, parce que nous avons cette capacité de faire valoir le vrai capital dans un monde qui ne peut plus regarder dans le miroir. Moi, il faut toujours que son pare-brise soit plus grand que son rétroviseur. Et donc, je pense que là, il y a des choses à faire et avoir cette mémoire vivante et cette capacité à relier les âges. Ça, c'est, je pense, la clé aujourd'hui. Merci. Pour qu'on continue à rester debout et devant. Aïcha. Très bien, je ne pense pas que je pourrais dire mieux que ce que vous venez de dire. Effectivement, quand on parle de... Quand on parle de changement, justement, c'est justement pour ça le pare-brise, il est beaucoup plus grand que le rétroviseur. Voilà, donc nous sommes dans un monde qui évolue très rapidement. Donc j'espère, Madame Leila, que l'IA ne prendra pas notre place. Mais je vais revenir, mon mot de fin, ça sera vraiment, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des noms, baby boomer, génération alpha ou autre, mais Ouda l'a dit tout à l'heure, que ce soit, peu importe ces générations, on retrouve les besoins donc d'autonomie, d'adaptabilité, de reconnaissance dans différentes générations. Et aujourd'hui, comme je disais, au-delà de l'âge, il faut comprendre qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui n'ont jamais entendu parler ou jamais utilisé l'intelligence artificielle. Ça, il faut être sûr. Hier, j'étais là, j'ai écouté l'intervention du ministre Monsef, mais pendant son intervention, il y a des mots, il y a des expressions qu'il disait et que je regardais sur mon téléphone. Donc, juste pour dire que ce n'est pas parce qu'on a en dessous de 40 ans, ou c'est parce qu'on n'est pas dans la génération alpha, qu'on est forcément connecté, qu'on utilise l'IA ou autre. Il y a des personnes des générations précédentes. Donc, comme je le disais à l'entame de mes propos, on est jeune quand on voit l'avenir devant nous, et on est vieux quand on se dit que on n'a plus rien à faire, ou voilà. On regarde dans le rétroviseur tout simplement. Il faut voir le pare-brise et continuer de se former, s'adapter. On est dans un monde en constante évolution.
et il faut voir la vie du bon côté. Merci, L'IA Aïcha. ne prendra pas notre Il y a place. Leïla et je Dekali pense qui que me c'est met la notre soir. pression. Ouda, et on finit avec Souleymane, on finit en beauté. Moi, je pense que je n'ai plus rien à rajouter. Tout le monde est d'accord avec moi, donc je suis heureuse. Alhamdoulilah. Je voulais juste dire que, pour un mot pour l'IA, je pense qu'on est en train de diaboliser cette nouvelle technologie qui n'est pas si nouvelle que ça. On utilise l'IA depuis longtemps. Dites-vous combien d'années maintenant que Facebook vous sort des annonces ciblées. Ça utilise l'intelligence artificielle. C'est juste qu'on a donné un nom à une technologie qui maintenant va au-delà de ce qu'elle faisait avant. Elle est encore plus On est accessible passé au du public. B2C, du B2B au B2C. Exactement. Mais Elle est là 15-20 ans. depuis. Voilà. Et on diabolise. Moi, je trouve que c'est un atout et qui va nous permettre encore plus d'avoir le temps de se connaître mieux, de valoriser ses compétences humaines et de mettre vraiment le highlight sur les soft skills. Et donc là, c'est un appel à tout le monde. Vraiment travailler vos compétences comportementales et soft skills et ouvrez-vous et oubliez l'âge et les générations. On est là pour travailler ensemble. Et teamwork is the best. Merci. Merci, Ouda. Je suis là. Souleymane, pour conclure. Écoutez, j'ai pas grand-chose à rajouter après tout ce qui a été dit. Juste pour répondre peut-être à madame, je suis ravi de savoir que, en tout cas pour la rassurer, il n'y a pas que les ressources humaines qui sont impliquées dans les sujets de people en général. En tout cas, moi, j'en suis l'exemple. Ça a toujours été sur mes feuilles de route la première chose sur laquelle j'ai travaillé. Alors, j'ai jamais été patron des ressources humaines. Donc, c'est un sujet qui est important et je pense que le sujet d'intergénération est un sujet extrêmement énergisant et positif et créateur de valeur et qu'il ne faut pas opposer les générations. C'est plutôt quelque chose qui va permettre de créer plus de valeur et d'avancer ensemble. Voilà, un orchestre où chacun a sa partition. Exactement. Merci. Je vais vous inviter à vous lever pour une belle photo. Vous les applaudissez bien fort. Salma Hamdouche, directrice marketing des eaux minérales d'Oulmes, Ouda Barakat, CEO de EFE Maroc, Aïcha Diabagaté, DG de Qualivoir Conseil, Zakaria Fahim, fondateur de Hub Africa. Tu peux monter avec nous pour la photo? Et la synthèse, venez avec nous aussi pour la synthèse. On fera une jolie synthèse en photo. Et bravo à Thaler pour la modération. Merci. On est assortis d'ailleurs. Merci Leïla de ta patience.